Pierre-Marie Adam, c'est avec plaisir que nous vous recevons aujourd'hui pour ce premier entretien en présentiel de l'année, un entretien consacré à la franc-maçonnerie et aux rumeurs qui l'entourent. Monsieur Adam, après avoir occupé des postes de fonctionnaire de police et aux renseignements généraux, puis de chargé de mission sécurité-prévention dans le Nord et de directeur de cabinet en Lorraine, vous êtes actuellement à la retraite et faites des missions ponctuelles pour les organismes de formation, l'administration pénitentiaire ou l'éducation nationale. Ça vous donne du temps pour vous consacrer à la Grande Loge de France, puisque vous étiez élu grand maître en 2018, 35 ans après avoir été initié à Maubeuge dans la loge Droits de l'Homme. Alors, qu'est-ce qu'un grand maître ou une loge? Comment faire la différence entre vérité et exagération? Voilà le type de questions auxquelles nous chercherons à répondre au cours de cet échange. Rapide rappel pour ceux d'entre nous qui n'y connaissent pas grand-chose, on pourrait peut-être définir la franc-maçonnerie comme un cercle de sociabilité. Vous l'expliquerez sans doute beaucoup mieux que nous. Un cercle de sociabilité dont les membres doivent respecter certains rites initiatiques et sont tenus à la discrétion. Sa raison d'être serait d'œuvrer pour le progrès de l'humanité. La franc-maçonnerie se divise en loges maçonniques, lesquelles se regroupent elles-mêmes en grandes loges appelées ordre ou obédience. Les deux loges les plus importantes en France sont ainsi la Grande Loge de France, dont vous êtes le grand maître, et le Grand Orient de France. Mais ceci n'est qu'un exposé basique, une vulgarisation, qui au final n'a sûrement que très peu de choses à voir avec la réalité. C'est ainsi beaucoup plus intéressant de vous demander, monsieur Adam, pour vous, qu'est-ce que la franc-maçonnerie? Alors si on prenait la définition de la Grande Loge de France, la franc-maçonnerie c'est une association d'hommes qui veulent se rassembler à la fois pour réfléchir dans leur cercle restreint, fermé, et en même temps pour essayer de s'améliorer, pour ensuite porter cette amélioration, ce travail au dehors. C'est la raison pour laquelle, comme vous l'avez dit, nous sommes chargés, ou nous nous chargeons en tout cas, de travailler à l'amélioration de la société. Alors ça c'est le principe, c'est l'objectif. En revanche, pour réaliser cet objectif, nous devons nous rassembler, nous retrouver dans des loges qui, puisqu'elles appartiennent à une obédience, partagent les mêmes objectifs déjà, mais aussi la même façon de fonctionner, les mêmes règles et les mêmes obligations. Et c'est ce qui fait la différence entre les différentes obédiences, qui toutes ne fonctionnent pas sur les mêmes fondamentaux, et qui donc se retrouvent, les loges se retrouvent, les frères se retrouvent parce que les fondamentaux de leur obédience sont connus au départ, quand ils sont initiés. Donc c'est les objectifs, les finalités des loges qui les différencient alors? Des obédiences. Par exemple, si on veut aller juste un peu dans le détail, vous avez cité le Grand Orient et la Grande Loge de France, on pourrait y ajouter la Grande Loge nationale française, qui est à peu de choses près équivalente en nombre à la Grande Loge de France, et puis le droit humain, la Fédération française du droit humain, qui, elle, a cette spécificité de la mixité. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Ça veut dire que toutes les loges qui appartiennent à l'obédience Grande Loge de France partagent les mêmes principes de fonctionnement, les mêmes objectifs et les mêmes finalités, et surtout pratiquent le même rituel. Et c'est la même chose pour la JLNF, comme c'est la même chose pour le Grand Orient. Ce qui fait la spécificité de chacune de ces obédiences, c'est un certain nombre de fondamentaux. Et donc, comme je l'ai dit, que les loges, pour adhérer et devenir membres de l'obédience, doivent accepter. Alors, quels sont les fondamentaux de la Grande Loge de France? Alors, la Grande Loge de France se veut une franc-maçonnerie de tradition, de spiritualité et d'humanisme. Alors, ça veut dire, pour chacune de ces thèmes, pour chacun de ces thèmes, tradition. Ça veut dire que nous nous ancrons dans l'origine de la franc-maçonnerie, qui est formellement indiquée au XVIIIe siècle, 1728, mais la première obédience, c'était 1717 en Angleterre, mais c'est de la proto-histoire presque, parce qu'on invente beaucoup. En fait, XVIIIe siècle, et surtout, pour ce qui nous concerne, le XVIIIe avec l'apparition du siècle des Lumières qui a fondamentalement changé l'état d'esprit des francs-maçons de cette époque par rapport à ce qui était auparavant. Donc, tradition, parce que nous restons attachés à ce que sont ces fondamentaux
de ce que nous appelons les anciennes obligations de 1722, de ce que nous appelons ensuite les devoirs, et ce qui est devenu ensuite la Constitution en 1953, c'est-à-dire qu'ensuite on a évolué. Spiritualité, parce que la franc-maçonnerie n'est pas juste un cercle d'amis. C'est un cercle, c'est une société initiatique, et qui donc, dans ses travaux, doit mettre en place de la spiritualité. C'est un courant de pensée, ce n'est pas une religion, c'est, on dirait presque un cercle de pensée philosophique, mais au-delà, symbolique et initiatique. Et puis la troisième chose, c'est l'humanisme, parce que, au-delà de se triturer les méninges en tenue, il faut que ça serve à quelque chose. Nous ne sommes pas un ashram, nous ne sommes pas une société de moines, nous sommes des frères qui veulent essayer de s'améliorer, mais pour que dehors ça serve. Et donc l'humanisme, c'est l'action que l'on va mener ensuite dans le monde à l'égard des autres, de la société. Justement, vous dites que la franc-maçonnerie donc n'est pas une religion, qu'elle est tout à fait à part, que c'est plus de la spiritualité. Pourtant, quand on regarde de l'extérieur, en tout cas avec notre regard à nous, ce qu'on remarque à première vue, c'est que les francs-maçons se rassemblent autour de rites, autour d'une symbolique forte, autour de nombreux symboles très importants. On voit que c'est une organisation qui est très bien hiérarchisée, qu'on peut faire de nombreux parallèles avec l'Église. D'ailleurs, vous parlez, pour désigner les non-francs-maçons, du profane, du vie profane pour tout ce qui désigne la vie en dehors. C'est ça. C'est ça. Et on parle de temple, il y a tout un vocabulaire qui est similaire. Alors, qu'est-ce qui différencie vraiment la franc-maçonnerie d'une religion, et aussi, on se demandait qu'est-ce qui les lie aussi, quelle est en tout cas la relation que vous entretenez avec les différents cultes en France. Alors, aujourd'hui, pas grand-chose, sinon des relations de bonne entente et de bonne intelligence. On a eu quelques exemples ici dernièrement, lorsqu'on a parlé de la loi 1905, peut-être on en parlera après, d'être ensemble avec les religions pour défendre la laïcité et le maintien de la loi 1905. Sur ce point, on est d'accord. Mais ce sont globalement les seules relations que l'on a. Vous savez que depuis 1738, grâce à la bulle Clément XIII, je crois, nous sommes excommuniables. Bon, donc ça reste une partie de la vérité. Mais depuis, les relations entre les églises et la franc-maçonnerie se sont apaisées, et donc ce n'est plus un problème. En revanche, dans ce qui nous lie à la religion, c'est parce que si on revient à l'histoire, si on revient en particulier au Moyen-Âge, nous calquons notre organisation, notre hiérarchie, notre fonctionnement sur ce qu'étaient les compagnons bâtisseurs de cathédrales. Or, les compagnons bâtisseurs de cathédrales, ils étaient là pour construire des édifices à la gloire de Dieu, pour être organisés en catégories. Il y avait les apprentis, les compagnons, il n'y avait pas de maître au sens propre du terme, mais il y avait le maître du chantier. Ils avaient des outils, et donc ils fonctionnaient avec une sorte de plan secret, puisque la construction de la cathédrale était l'apanage du maître d'œuvre qui ne partageait pas ses connaissances, et qui en fait, dans la loge étant le bâtiment annexe accroché à la cathédrale, si vous allez à Strasbourg, vous voyez ça, vous avez vraiment accroché au bâtiment de la cathédrale, vous avez la loge, qui est auparavant la loge des compagnons bâtisseurs, et par extension, on a appelé les francs-maçons, le lieu des francs-maçons, on l'a appelé la loge. Donc, au départ, il y a une forte parenté entre les compagnons bâtisseurs qui faisaient de la maçonnerie, au sens propre, opérative, et ceux qui se sont détachés de la maçonnerie opérative parce qu'ils ont accepté des nobles, des bourgeois qui n'étaient plus des bâtisseurs et des compagnons, mais qu'ils étaient des gens qui avaient envie de réfléchir un peu. Et donc la parenté, elle est là, dans ce fonctionnement, dans cette hiérarchie. Elle est aussi dans les outils. Si vous avez un tableau de loge sous les yeux, vous verrez qu'il y a le maillet, qu'il y a la pierre, qu'il y a le levier, qu'il y a la corde, enfin, qu'il y a tous ces outils qui servent à construire. Et nous avons gardé cette construction, ce modèle de construction, mais de façon symbolique. Donc pour nous,
Le maïs a une autre signification, le ciseau aussi, l'équerre aussi. Et donc, si on devait parler de symbole, c'est à partir de ces outils que nous construisons notre travail symbolique. Bon. Maintenant, l'une des parentés d'origine qui était très forte, c'est que autant les maçons constructeurs de cathédrales travaillaient à la gloire de Dieu, autant jusqu'en 1875, les francs-maçons, toutes tendances confondues, croyaient en Dieu, ou en tout cas, pour eux, Dieu était un des éléments de la démarche maçonnique. C'est seulement en 1875, un convent qu'on a appelé le convent de Lausanne, que le grand commandeur de l'époque, Adolphe Isaac Crémieux, a défini, ou plus exactement, a arrêté de définir Dieu en disant c'est le grand architecte de l'univers. Et le grand architecte de l'univers, vous le concevez comme un principe créateur, un principe constructeur, un principe suprême, comme vous voulez. Le tout, c'est que vous croyez qu'au-dessus de la matière, qu'au-dessus de ce que nous vivons au quotidien, il y a quelque chose qui peut-être organise le monde, qui peut-être en tout cas lui donner l'impulsion. C'est le grand horloger de Voltaire, par exemple, ou le premier moteur d'Aristote, enfin, toutes ces explications. Et nous, la spécificité de la Grande Loge, c'est que nous devons croire à cette transcendance. En revanche, nous la concevrons comme nous souhaitons. Il y a donc à la Grande Loge des croyants, des chrétiens, des juifs, ou des gens qui sont simplement... qui acceptent l'idée qu'il y ait un principe supérieur que la transcendance, mais qui pour autant ni ne la définissent, ni ne s'obligent à la dévotion. En revanche, ceux qui sont croyants, ils vont à la messe le dimanche et ils vont à la loge le mardi. À ceux qui pensent que nous sommes une secte, il faut revenir à la définition. D'une secte, dans une secte, on entre très facilement, on se laisse entraîner par quelqu'un. On n'y va pas souvent de soi-même. On s'y laisse entraîner, et quand on est dedans, eh ben on s'en sort plus. Et on a en plus un espèce de gourou, un maître à penser, qui vous indique quel doit être votre mode de vie, qui vous enferme dans votre mode de vie. À la Grande Loge, en franc-maçonnerie en général, on pourra parler peut-être de la démarche, vous n'entrez que, d'abord, si vous le souhaitez, aussi que celui qui vous en parle a suffisamment intéressé vous êtes simplement assez intéressé pour que vous dites, hein, j'ai bien envie d'aller voir comment ça se passe. Vous entrez, vous suivez la démarche, hein, vous apercevez qu'on est du bon quand vous assumez, soit de venir en mission carrément de franc-maçonnerie, c'est pas votre truc, bah vous dites, voilà, c'est pas mon truc, j'ai fait l'expérience, j'en ai fait le tour, je vais vous envoyer une révolution, et puis une fois que vous avez payé votre cotisation, minimum. Vous démissionnez, vous partez, on vous regrette, mais c'est tout, il n'y a pas d'obligation. Ça, c'est la première chose. Ce qui fait une secte aussi, c'est une sorte de pensée doctrinaire. Ça veut dire que vous entrez dans une secte, vous n'avez pas le droit de penser autre chose que ce que votre gourou va vous inculquer. Chez nous, justement, tout ce qui fait la différence, c'est que vous ne pensez pas comme moi, vous non plus, moi non plus, je ne pense pas comme vous, mais c'est justement parce que nous ne pensons pas tous la même chose que nous nous enrichissons mutuellement. C'est une phrase célèbre de Saint-Exupéry. Et donc, la différence, c'est que on peut ressentir, en pensant toujours comme on pense soi-même, en s'étant enrichi de ce que les autres ont apporté. C'est aussi l'objet de la théorie. C'est que sur un sujet précis, tout le monde apporte sa contribution, et cette contribution nourrit votre pensée et vos connaissances. Mais vous restez vous-même. Et vous n'êtes pas obligé de croire absolument ce qui vous a été dit dans ce laps de temps de 2 heures. Maintenant, vous savez, on ne peut pas réfléchir sérieusement et voir des gens passer, avoir des allées et venues, quelqu'un qui vous fait coucou, enfin des choses comme ça. Si on veut réellement être à ce qu'on est, il faut s'enfermer. Et quand vous vous enfermez pour vos études, vous vous mettez dans le secret. Toute seule peut-être, tout seul peut-être, ou à plusieurs. Mais dans ce secret-là, il ne faut pas qu'on vous ennuie, il ne faut pas qu'on vienne perturber votre travail, il ne faut pas qu'on vienne vous apporter des choses qui ne sont pas là. D'autant que vous avez un rituel à suivre et que ce rituel vous oblige aussi à vous comporter d'une certaine manière. Et donc, le secret, pour une part,
c'est d'être enfermé pour être vraiment à ce qu'on fait pendant les 2 heures où on est en tenue. Mais quand on étudie, quand on s'enferme, on se met dans le secret pour étudier, ce qu'on étudie n'est pas secret pour les autres. Alors que dans vous êtes franc-maçon, on ne sait pas vraiment ce qui se passe derrière les murs. C'est vrai, mais quand vous regardez, ce que nous publions et ce à quoi nous disons occuper notre temps et nos réflexions, il y a là-dedans, il n'y a là rien de répréhensible. Ce qui est secret, alors il y a 2 choses qui sont secrètes. Ce qui est secret, c'est la méthode, c'est comment nous nous retrouvons ensemble pour travailler entre nous. Ça, c'est effectivement, ça nous appartient. Cela dit, le rituel, si vous allez dans une brocante, ou si vous avez un ami qui est franc-maçon, il va vous prêter le rituel et vous allez voir comment ça rentre, comment on entre, comment ça fonctionne, quelles sont les règles qu'on doit respecter, qui peut parler, qui ne peut pas parler. Tout ça est codifié et n'est pas secret. Bon. Ce qui est réellement le secret de la franc-maçonnerie, c'est ce qui ressorti de l'intime. Je vais prendre un exemple, je sais que c'est un peu bête, comme tout exemple d'ailleurs, mais si vous faites du sport, du tennis par exemple, pendant tout votre match, vous êtes concentré sur ce que vous faites. Et donc, rien de ce qu'il y a autour ne doit vous perturber. Mais vous êtes à votre match. Et puis, à un moment, vous allez le gagner. Enfin, je vous le souhaite. Ce moment où vous claquez la dernière balle, en plus, si c'est un smash, c'est encore mieux, mais bon. Ce moment-là, qui peut le vivre, si pas vous? Et si pas seulement vous? Eh bien, je vais rapporter ça au moment de l'initiation. Qui peut vivre l'initiation? Celui qui vit cette initiation. Après, je vais vous la raconter. Eh bien, c'est pas pareil. Je vais vous raconter comment j'ai claqué la dernière balle pour gagner un tournoi. Ça m'est arrivé, pour même si je récite bien, vous ne vivrez pas. Eh bien, le secret de l'initiation, c'est pas ce que je vais vous raconter, c'est ce que vous allez vivre le jour où ça vous arrive. Et ça ressortit donc de l'intime, et pas du réciter, pas de l'expliquer, de ce qui est vécu. Alors, ça c'est sur le vécu. Sur le fonctionnement, ça l'est moins. Sur ce que nous nous disons quand nous sommes dans ce lieu clos, ça tient aussi. Mais pourquoi? C'est des sujets d'importance sur ce qui ressort de notre existence, des sujets d'importance de ce que nous pensons, de ce que nous voulons faire passer comme message, etc. Il est nécessaire que ça n'aille pas se répéter ici et là. Il y a des choses que vous voulez dire à ceux qui vous sont proches, mais que vous ne voulez pas que ça passe dans la place publique. Si vous ne voulez pas que ça passe dans la place publique, il faut que vous disiez que entre gens en qui vous avez confiance, entre gens à qui vous pouvez vous dénuder, si je puis dire, spirituellement ou intellectuellement, qui ne vous reprocheront pas ce que vous dites, qui ne se moqueront pas de ce que vous leur avez dit ou de ce que vous pensez, mais qui vous permettront à vous d'avoir expliqué un peu votre démarche, votre avancement, et qui vous permettront aussi de profiter des autres. Et ça ne peut se faire que si on est sûr que ça ne va pas passer ensuite sur la place publique. Voilà. Et donc ça, c'est aussi le secret des délibérations, comme on dit. Mais ce secret-là, hier soir, il y a eu un procès. Enfin, il y avait un procès. Entre la fin des plaidoiries et le prononcé du jugement, il s'est passé quoi? Un délibéré, et le délibéré se passe comment? Tous les jurés, à huis clos, ils sont à huis clos. Pareil. Non, mais c'est tout à fait compréhensible sur ce point-là. Et c'est vrai que même si vous gardez une grande part de secret, en parallèle, vous, depuis plusieurs années quand même, la franc-maçonnerie s'ouvre de plus en plus. Vous êtes aujourd'hui sur tous les réseaux. La preuve. Vous êtes aujourd'hui ici pour nous parler de la franc-maçonnerie, même si vous ne pouvez pas tout nous dire. Qu'est-ce qui motive ça? Est-ce que c'est pour lutter contre cette peur de la franc-maçonnerie qu'on peut avoir en France? Est-ce que c'est pour lutter contre cette mauvaise image qui... Oui, on essaie de faire en sorte que nous ne soyons pas
Alors vous savez, on a un souci, c'est que même les frères eux-mêmes, ils n'osent pas trop dire qu'ils sont francs-maçons. Donc parfois, c'est pas simple. Pour de bonnes raisons d'ailleurs, enfin de bonnes raisons. Des raisons qui tiennent à la période 39-45, où en effet, il valait mieux ne pas être franc-maçon, comme il vaut mieux parfois dans certaines institutions européennes ne pas l'être non plus. Donc ça tient à ça. Mais je pense que la façon de nous ouvrir, alors aux journées du patrimoine ou à des journées portes ouvertes, par exemple, si vous voulez vous intéresser à ce qu'est un temple maçonnique, je sais que rue Thiers à Lille, vous avez le temple du Grand Orient avec ce sphinx, donc cette architecture égyptienne. Je ne vais pas faire de la pub pour eux, mais le nôtre à Ronchin, il n'a pas la même stature, si je puis dire. Vous pouvez donc aller visiter des temples. Si on est proche de la Belgique, allez donc une journée porte ouverte à Bruxelles ou à Gand, vous verrez quel genre de temple d'architecture égyptienne vous pouvez voir, c'est splendide. Bon. Mais quand vous avez le bâti, vous n'avez pas non plus le contenu. Je veux dire, vous ouvrez les portes d'une Maserati, vous vous asseyez, très bien, tout ça, tant que vous ne l'avez pas conduite, vous ne savez pas ce que ça vaut. Un temple, c'est la même chose. Quand vous l'avez vu, c'est beau, mais tant que vous n'êtes pas allé dedans pour faire la démarche, ça n'a pas de sens. Ça, c'est le premier point. Ensuite, nous voulons essayer de dédiaboliser la franc-maçonnerie, qui n'est pas du tout diabolisée aux États-Unis, par exemple. Au contraire, c'est le charity business. Ça ressemblerait plutôt au Rotary. Et là, on s'en vante même, à la limite. Au fronton des temples, on voit les carrés et le compas, enfin, où on fait de la réclame pour rejoindre. Donc, nous, il y a une espèce de frilosité qui explique aussi le côté secret de notre démarche, et qui tient plus à nous, et qui du coup nous porte préjudice, parce que tout ce qui est secret, évidemment, est suspect. Voilà. Et du coup, c'est comme ça pour nous aussi. Mais vous acceptez le terme de société secrète pour définir la franc-maçonnerie? Oui, alors maintenant, dans une conférence publique, si vous me dites ça, je vous dirais, dites plutôt société discrète. Mais elle est secrète en soi, parce que à partir du moment où on ne fait pas une tenue portes ouvertes, ben, effectivement, on est fermé. Cela dit, est-ce que, parce que c'est discret ou très discret ou secret, c'est suspect? Qui dit que c'est suspect? Ceux qui nous accusent de l'être. Mais nous n'avons jamais réclamé d'être considérés comme des gens qui se cachent ou qui sont secrets au point de ne pas vouloir partager. Alors, encore une fois, je dis, je ne peux pas partager le vécu, j'essaie de partager le contenu et les objectifs. Comment vous expliquez cette frilosité, comme vous avez dit, par rapport à la franc-maçonnerie, qui, selon vous dire, est une spécificité française ou en tout cas européenne? Alors, elle n'est pas que française. Je crois que certaines institutions en Angleterre interdisent l'appartenance de leurs salariés ou de leurs fonctionnaires à la franc-maçonnerie. Ça existe encore. Et je sais que lorsque les commissaires européens sont désignés, ils doivent passer un grand oral. Et à ce grand oral, presque systématiquement, on leur demande s'ils sont francs-maçons. Et je ne suis pas certain que le fait de l'être... Alors d'abord, de dire qu'on l'est pas si on l'est, c'est un cas de mensonge flagrant, ça disqualifie. Et dire qu'on l'est, je ne suis pas certain que ce soit un avantage aux yeux de ceux qui participent à ce jury. Il y a effectivement... Et puis, bon, si on prend l'Italie, il y a quand même quelques mauvais exemples aussi de loges qui ont dérivé un peu et qui, du coup, rendent les membres du jury ou les Européens un peu, comment dirais-je, prudents. Comme ça. Mais comment se l'expliquer? Je ne sais pas, d'autant que c'est presque une vérité connue de tous que au sein des gouvernements successifs, alors à la Troisième République, on comptait plutôt ceux qui ne l'étaient pas. Bon. Mais en revanche, ceux qui l'étaient ont fait avancer les choses, que ce soit Jules Ferry, Grévy ou Jaurès ou des gens comme ça. Ils ont participé, dans le cours de la Troisième République, ils ont participé grandement à l'émancipation de la société. Pour nous, par exemple, mais on n'est plus en Troisième République, avec l'interruption volontaire de grossesse, par exemple, c'est bien un de nos grands maîtres,
Pierre Simon, qui, travaillant avec Simone Veil, a permis cette avancée. Donc, on n'est pas déconnecté non plus. Et quand on parle de ces francs-maçons-là, on n'a pas le sentiment qu'ils appartiennent au même monde que nous, que les autres. Ceux-là, on accepte que Gérard Collomb, on accepte que, je ne sais pas moi, d'autres ministres de l'actuelle République, on dit ils sont maçons, et bon, malgré tout, sont ministres. On peut imaginer que si c'était un cas d'expulsion, ils ne seraient pas l'un et l'autre, surtout qu'on ne sache pas que le président actuel soit plutôt favorable ou plutôt pas, mais on le sait, il sait que François Patriat, le patron des sénateurs de la République En Marche et des francs-maçons, ils s'en vantent. Donc, et on connaît, il y a une fraternelle des parlementaires qui regroupe les députés et les sénateurs qui ne se cachent pas et qui sont pourtant des élus du peuple ou du deuxième degré. Donc il y a à la fois cette, comment dirais-je, pour les gens, c'est quelque chose de suspect, et quand on arrive à un échelon au-dessus, eh ben, c'est presque naturel. Vous parlez des ministres qui peuvent être francs-maçons aujourd'hui. Historiquement, la franc-maçonnerie a toujours entretenu une relation assez plus ou moins proche en fonction des époques avec la politique. Autant c'est pas du tout le cas sous Pétain, par exemple. Autant parfois elle a. C'est plutôt bon signe, je veux dire. Oui. En effet, autant les francs-maçons ont souvent influé sur la vie politique française. C'est sans doute aussi pour ça qu'ils sont parfois craints ou parfois conspués aujourd'hui. Oui, à cause du coup des réseaux de pouvoir et des réseaux d'influence. C'est vrai aussi. Tout à fait. Je vais revenir à ce que vous dites. Pourquoi y a-t-il eu tant de proximité entre la franc-maçonnerie et le pouvoir, ou entre les francs-maçons et la République? Je reviens à la Troisième République. Vous prenez avant toutes les grandes lois sociales, d'avancée sociale, elles ont été faites en grande partie Troisième et Quatrième République parce que c'était nouveau. Je veux dire, si vous prenez la loi sur la liberté de presse, la liberté de pensée, la liberté de parole, sur la liberté de la laïcité, enfin la séparation de l'Église et de l'État, il se trouve que les ministres qui promouvaient ces grandes avancées sociales ou politiques étaient aussi des francs-maçons. Ça ne veut pas dire que c'est la franc-maçonnerie qui a fait tout ça, ce sont ces ministres-là. Et il y avait les deux choses. Moi, j'ai comme modèle un grand mec qui s'appelait Gustave Mesureur. Allez voir sa biographie. Il était né à Marc-en-Barœul, c'est aussi un peu pour ça que j'ai un attachement particulier. Mais il a surtout été parisien. Il a été à la fois ministre, maire, président de la PHP, enfin, de l'école infirmière de la Pitié-Salpêtrière. Bref, c'était quelqu'un ancré dans son siècle. C'était aussi quelqu'un qui avait l'idée des avancées sociales. À cette époque, ça ne l'était pas. Les congés payés ne sont pas arrivés tout seuls en 1936. Ils sont arrivés parce qu'il y a eu une poussée quelque part, des ministres ou en tout cas du peuple. Et il y a eu une conjonction entre la franc-maçonnerie et ses idées et la nécessité pour la société de s'avancer. Bien. Aujourd'hui, la plupart des grandes libertés, elles sont acquises. Donc, qu'est-ce qu'un franc-maçon peut apporter dans ce domaine qui soit réellement révolutionnaire? Rien, puisque ça existe déjà. En revanche, qu'est-ce que peuvent faire les francs-maçons aujourd'hui? C'est défendre ces libertés. Quand vous me dites, vous êtes allé, à propos de Samuel Paty, vous êtes allé... bon, c'est pas vraiment à propos de Samuel Paty, c'est à la suite de Samuel Paty. On a manifesté pour la liberté de penser, la liberté d'expression. On est allé auparavant dans les allées du pouvoir, si je puis dire, toutes obédiences confondues, et même les églises. Et toutes les églises, y compris musulmanes. On est allés tous ensemble pour venir défendre la loi de 1905. Et là, c'était pas tellement pour promouvoir quelque chose, c'était pour empêcher qu'une liberté fondamentale soit remise en question. Et là, on s'implique. Mais on n'a plus à s'impliquer pour, à la limite, faire avancer les idées qui existent, on a à s'impliquer pour faire en sorte que non seulement elles continuent d'exister, mais qu'elles soient renforcées. En particulier, la question de la laïcité aujourd'hui.
Alors j'aimerais revenir sur les rituels ou en fait, le système maçonnique qu'on a un peu abordé tout à l'heure, quand vous parliez justement de l'évolution à l'intérieur du système, etc. Et donc, vous, dans votre expérience, à quel âge avez-vous décidé d'être introduire finalement dans cette aventure ou dans ce système? Je ne sais pas comment vous le voyez. Et pourquoi? Pourquoi avoir décidé Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était à 35 ans, j'ai déjà une paire d'années. Dans le cours de mon parcours professionnel et familial, il y a un moment où à la fois vous avez abandonné la pratique religieuse, puisque j'étais d'éducation catholique, vous abandonnez cette pratique religieuse parce qu'elle ne vous paraît plus essentielle, et puis vous vous consacrez au démarrage de votre carrière et au démarrage, comment dirais-je, à l'épanouissement de votre famille. Et donc, jusqu'à la quarantaine, enfin 35, 40, vous êtes déjà en train d'essayer de vous installer, de vous positionner. Et vous n'avez pas forcément le temps de réfléchir, de penser, vous n'avez pas de besoin peut-être même d'aller au-delà du quotidien. Puis il y a un moment, vous comprenez que vous ne pouvez pas résumer votre vie et la restreindre juste à s'occuper des enfants, choyer son épouse, s'occuper de la maison et faire le boulot. Ça ne fait pas une vie, ça. Faire une vie, c'est essayer de grandir intellectuellement, psychologiquement, et d'essayer de se reposer les questions essentielles du sens de la vie. Et vous ne le trouvez pas à l'Église, vous ne le trouvez plus à l'Église, parce que l'Église vous apparaît comme une espèce de carcan doctrinaire. Vous n'avez pas le choix, hein. Vous croyez en Dieu, c'est obligé, vous croyez à la Vierge Marie, c'est obligé, bref. Vous croyez à la résurrection de la chair, c'est obligé aussi, alors quand même, bon... Vous pouvez, hein, on peut être créationniste, je ne vous le reprocherai pas, mais c'est quand même compliqué. Donc vous avez besoin de transcendance, vous avez besoin de repenser à ce qu'est l'au-delà, ou en tout cas ce qui dépasse un peu la vie de tous les jours. Et ce n'est pas à l'Église que vous le trouvez, vous essayez de trouver quelle institution, quelle structure va vous apporter le moyen de réfléchir à ces questions essentielles, d'une part, et de réfléchir aussi donc au sens de la vie, mais de réfléchir aussi à la manière dont vous allez pouvoir essayer d'être utile à vos contemporains, à votre environnement. Et on trouve là, une des réponses, en tout cas celle que j'ai trouvée moi, c'est la franc-maçonnerie. Alors ne me demandez pas pourquoi la Grande Loge plutôt que le droit humain, plutôt que... Ça, c'est parfois question de circonstances. Sauf qu'aujourd'hui, vous allez lire sur les sites, et vous avez quand même bien une idée de ce que propose chacune des obédiences. Voilà. Justement, vous, si je ne me trompe pas, c'est en 1983 que vous avez été initié. En 1983, la Grande Loge de France n'avait pas le site internet aussi sophistiqué que vous avez aujourd'hui. Comment vous avez entendu parler de la franc-maçonnerie? J'imagine que du coup vous avez été plutôt parrainé par quelqu'un. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rentrer d'intégrer une loge? Alors c'est notre mode de recrutement, si je peux utiliser ce terme, traditionnel, qui d'ailleurs répond en partie à la question que vous posiez tout à l'heure sur les conférences publiques, sur l'ouverture au public. Un jour, un ami me dit, un ami d'une structure qui était la Table Ronde, enfin c'est l'équivalent pour les plus jeunes, pour les moins de 40 ans, c'est l'équivalent du Lions. On était ensemble à la Table Ronde et un des responsables de la Grande Loge de France est venu faire une conférence publique à Maubeuge. Et au cours de cette conférence publique, il a développé un certain nombre d'idées, et puis il a fait référence à un certain nombre de philosophes de l'Antiquité. Alors, vous m'excusez, mais j'ai fait des études de philo, et du coup, entendre reparler enfin de Platon, d'Aristote ou de Socrate, ça fait référence. Et ce qu'il a dit dans cette conférence m'a poussé à revenir au bouquin et aux pensées des philosophes. Et voyant qu'il y avait peut-être une adéquation entre cette démarche et mon passé d'étudiant, j'ai cherché un peu à qui je pouvais m'adresser. Parce qu'en fait, c'est ça le principe même, c'est la cooptation. C'est quelqu'un qui se dit, alors, soit vous lui demandez parce que vous savez qui il est et il vous dit, d'accord, je vais parler de vous dans la loge, soit c'est lui qui vous approche et qui vous dit,
Ça vous dirait pas d'aller voir un petit peu ce qui se passe chez les francs-maçons? Ça se fait un peu comme ça. Et quand c'est du parrainage, vous avez peu de chances de faire d'erreur, parce que celui qui vous parraine, il vous connaît un peu, il sait quelle est un peu votre structure de pensée, il sait quelles sont vos croyances et vos aspirations, et il ne va pas vous mettre à la GLNF si vous ne voulez pas y aller pour croire en Dieu, il ne va pas vous mettre au Géo si vous n'y allez pas pour faire de la crypto-politique, et il va vous emmener au droit humain si vous dites « moi je ne veux pas aller avec les sœurs ». Donc voilà, c'est lui qui finalement vous dirige vers l'obédience qui lui apparaît être la plus proche de ce que vous attendez. Voilà, ça se passe comme ça. Alors après c'est un long cheminement, mais parce que vous parliez de progression. En fait, on revient au Moyen-Âge. Quand vous entriez dans une loge de constructeurs, vous commenciez par casser les cailloux. Parce que vous ne saviez rien faire d'autre et que vous commencez déjà par apprendre le métier de tailleur de pierre. Après, vous apprenez, parce que vous avez progressé un peu, quelle pierre il faut mettre à quel endroit. Et comment vous allez la tailler différemment. Ou comment vous allez demander à ceux qui viennent d'arriver de vous tailler les pierres pour qu'elles s'insèrent dans votre construction. Puis après, vous avez suffisamment de connaissances du secret des bâtisseurs, puisque en fait c'était quand même ça. Je veux dire, les maîtres d'œuvre, ils ne partageaient pas leurs connaissances. Donc vous apprenez une partie du secret des bâtisseurs, et vous devenez le patron. Ben, dans une loge, c'est comme ça. Vous arrivez, vous êtes apprenti, vous avez juste le droit de vous taire et d'écouter, et d'apprendre un petit peu le fonctionnement, et de vous mettre dans le rituel. Ensuite, vous êtes compagnon, ça veut dire que vous avez le droit au moins de vous exprimer, pas de voter, mais que vous allez un petit peu plus loin dans la démarche, dans la connaissance. Puis après, vous devenez maître. C'est vraiment la troisième étape. Troisième et dernière étape de la grande loge en tant que maçonnerie symbolique. Et là, devenu maître, ben vous accédez au poste de responsabilité. C'est-à-dire que vous pouvez exercer l'un des rôles qui font fonctionner la loge. C'est-à-dire celui qui va instruire les nouveaux apprentis, celui qui va faire progresser les compagnons, celui qui va diriger la loge, et donc là c'est le vénérable maître. Et lui c'est un maître qui a un peu d'ancienneté, et que les membres, maîtres, ont décidé qu'il était capable de diriger la loge, de diriger les frères qui sont présents, et de faire avancer les réflexions. Vous avez parlé de l'apprenti qui, vous avez dit, a le droit que de se taire et d'écouter. Mais alors s'il n'a pas le droit de parler, un apprenti, et s'il ne participe donc pas à la réflexion qui se construit, comment il passe du statut d'apprenti à celui de compagnon? C'est uniquement par rapport au temps qu'il a passé en tant que franc-maçon? Dans la logique GVT, hein, glissement, vieillesse, technicité, même si c'est parallèle, on n'y est pas. Non, en fait, vous entrez dans un nouveau système qui vous est étranger, qui vous est secret même à la limite. Il faut d'abord commencer à vous poser, voir comment ça marche, essayer de comprendre les comportements des uns et des autres, essayer de comprendre aussi ce que c'est que le rituel et quelles sont les grandes lignes de la démarche et quels sont les fondamentaux. Mais donc vous n'avez pas le droit de vous exprimer. Je veux dire, devant quelqu'un qui a présenté un travail, les autres peuvent poser des questions ou apporter des contributions. Vous ne pouvez pas. L'apprenti ne peut pas, sauf qu'il profite de ça. Mais pendant un temps, on l'observe quand même. Et puis, on lui demande aussi de présenter, lui, des travaux aussi, symboliques. Et donc, c'est en fonction de la manière dont il a intégré le début de sa démarche qu'on peut se dire, bon, il a assez compris la première étape de sa démarche pour qu'il passe la seconde. Et ça, pour décider de ça, il y a à la fois ce qu'il dit, et puis le rôle du premier surveillant, c'est-à-dire celui qui est chargé justement de l'instruction, du suivi et de l'avancée des apprentis. Et quand il dit à tous les autres maîtres, bon ben celui-là, il faut quand même imaginer qu'il va pouvoir devenir compagnon, hop, il va pouvoir le faire. C'est donc à la fois le développement personnel et la vie des frères maîtres qui fait qu'on va pouvoir progresser. Justement, si je ne me trompe pas, un de vos principaux objectifs, en tout cas c'est ce que vous aviez déclaré à plusieurs, voilà, dans une interview à La Voix du Nord, c'était
de rajeunir un petit peu la franc-maçonnerie, en tout cas de laisser la place aux jeunes. Je vous cite, vous dites la moyenne d'âge des frères de la Grande Loge de France est de 58 ans. Ils exercent ou ont exercé des professions plutôt intellectuelles. Nous le regrettons. Certains pensent que ce n'est pas pour eux parce qu'ils n'ont pas fait d'études. Ils ont tort. On se demande, avec une telle hiérarchie, même si forcément une hiérarchie est sans doute nécessaire dans toute organisation pour son bon fonctionnement, est-ce qu'une telle hiérarchie n'étouffe-t-elle pas les jeunes, ne les empêche-t-elle pas de prendre de la place, de s'affirmer au sein de la franc-maçonnerie? Vous avez raison. Là, je vais parler en tant que grand maître, justement. C'est comme ça. Je suis arrivé là, pas par hasard. Enfin, peut-être pas par hasard. On ne s'auto-désigne pas, on est élu. Hein. On y reviendra peut-être. Mais alors, ce que je regrette, c'est pas qu'on ait des frères qui soient intellectuels. Hein, comprenez bien. Ce que je regrette, c'est que la majorité des membres, qu'il n'y ait qu'une minorité de membres qui ne se prétendent pas des intellectuels. Qu'il n'y a pas assez de gens qui se cognent avec la difficulté, avec la nature, avec la matière. Qui se grattent, comme disait Wittgenstein, à la rugosité de la terre. Parce que la vérité de la démarche, c'est ce qu'on est capable de faire. Je veux dire, vous avez beau... J'essaie toujours de faire un autre exemple. Vous m'excusez de ces comparaisons un peu basiques. Vous avez les STAPS dans les études. Hein. Vous avez les STAPS et vous avez les écoles de football des grands clubs. Celui qui va être diplômé de STAPS, il va vous expliquer en combien de rebonds et avec quel trajet le ballon va franchir va entrer dans le but. Celui qui joue au foot, il n'a pas besoin de vous l'expliquer, il va le faire. Et vous verrez si c'était quelqu'un de qualité ou pas, parce qu'il aura mis le but. D'une certaine manière, c'est comme ça qu'il faut partager nos connaissances. C'est quelqu'un qui va vous dire... Voilà comment il faut faire pour réaliser réellement monter un mur. Et moi, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut comme moyen, comme matière, comme ci, comme là, mais vous me mettez avec la truelle dans la main, je ne serai pas plus avancé. Et donc, c'est le mélange de ces compétences et de ces capacités qui fait qu'on est une loge comment dirais-je, harmonieuse, parce qu'il y a à la fois ceux qui pensent et ceux qui font. Et que les uns et les autres se nourrissent de ça. En revanche, comme on passe pour être une société d'intellectuels, je ne veux pas dire une société savante, ce serait trop dire, mais d'intellectuels, ceux qui ne le sont pas, ils se disent, c'est pas pour moi, j'ai rien à faire là, alors qu'on a plein d'exemples de profanes, de frères manants, qui étaient des manuels. Leur progression à eux, c'est quoi? C'est qu'ils retirent de nos réflexions et de la leur, et c'est aussi ce qu'ils retirent comme avancement dans leur propre métier, dans leur propre démarche. Et l'exemple qu'ils nous donnent à nous, et ce qu'ils font passer auprès de ceux avec qui ils travaillent. Il y a donc effectivement des frères qui sont manuels, enfin qui ont des métiers manuels et qui ont toute leur place chez nous, plus encore peut-être que tous les intellectuels. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tel que nous sommes organisés, nous ne laissons la possibilité d'exercer réellement des responsabilités qu'à ceux qui ont du temps. Et aujourd'hui, ceux qui ont du temps, c'est ceux qui ont pu s'occuper de travailler. Ça veut dire que plus ça avance, plus nous allons vers une sorte de gérontocratie. Et c'est pas bon. Enfin, je veux dire, c'est pas bon. Bien sûr, c'est pas bon. Parce que d'abord, on est décalé de ce qu'est la réalité du jour. Et que si je veux, moi, être sur Twitter, Facebook, enfin toutes ces choses-là, c'est parce qu'il y a du personnel jeune qui est capable de m'y mettre. Mais moi, ce dont je rêve, et que j'ai dit d'ailleurs dans mon discours de candidat, il faut faire en sorte que les moyens modernes permettent à des jeunes, alors les jeunes c'est 35-40 ans, hein, pas non plus, permettent à des jeunes de s'emparer des moyens techniques qu'on met à leur disposition pour pouvoir diriger la maison tout en travaillant, tout en ayant une activité. Alors aujourd'hui, par rapport à ce que c'était avant, vous disiez signer un document, il fallait ou l'envoyer par la poste et signer, ou... Bon, aujourd'hui c'est fini. Si vous consacrez, dans certaines de nos responsabilités, consacrez 2 heures par jour, même pas, ça suffit pour diriger une partie de la maison. Il faut qu'on mette les outils en place, il faut faire accéder les quadragénaires
au poste de responsabilité, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on restera ancré dans la réalité du terrain. Et en infra, il y a un groupe de jeunes qui se sont appelés Télémac. Ils ont votre âge. Ces jeunes-là, ils sont maçons, mais ils sont aussi branchés sur tout ce qui est nouvelles technologies, nouveaux moyens, nouveaux médias. Et ils sont volontaires pour intégrer les instances. Donc je m'appuie dessus pour qu'ils me disent, voilà, tiens, il faut faire une TV, il faut faire ci, faire la. En tout cas, pour qu'ils participent clairement, réellement, au fonctionnement de la maison. C'est un de mes souhaits. Voilà, je ne dis pas que j'y arriverai, je ne sais pas. Mais... Quelle qualité, quel trait de personnalité, finalement, recherchez-vous parmi les francs-maçons? Y a-t-il un profil, finalement, d'une personne qui devient franc-maçon? D'abord, ne pas croire qu'on sait tout. Et fonctionner plus sur le mode du questionnement, de l'interrogation, que sur le mode de la certitude. Parce que si vous savez tout, alors vous n'avez pas besoin de venir progresser. Si en revanche, vous vous questionnez, et alors, la question essentielle à laquelle il faut pouvoir s'attacher, c'est le sens de la vie. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Je veux dire, pourquoi vivre si c'est pour voir se succéder les jours au jour, sans que derrière ça, il y ait un idéal, une ambition, une envie de devenir meilleur. Et du coup, je reviens à ce qui est, d'une certaine manière, mon leitmotiv, c'est devenir meilleur pour construire un monde meilleur. Donc il y a ces deux aspects-là. Devenir meilleur parce que bon, on est plein de défauts, on gardera ces défauts-là. Mais ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, mais la base du travail, du premier travail de l'apprenti, c'est connais-toi toi-même. C'est Socrate, donc hein, bon, on l'attribue à Socrate. Gnoticéotone, enfin bref, tout ça. Connais-toi toi-même. Parce que notre comment dirais-je, notre credo, si j'ose dire, c'est que mieux on va se connaître, mieux on va connaître nos imperfections, mieux on va savoir ce qu'il nous faut, justement, ce sur quoi il nous faut progresser. Et plus on se connaît, plus on arrive justement à s'intégrer et à partager avec les autres. Donc, la première étape, c'est connais-toi toi-même. Et c'est le boulot de l'apprenti. Donc, pour répondre à votre question, d'abord, avoir envie vraiment de s'interroger sur qui on est et sur ce qu'on a à faire, à perfectionner. Ensuite, vouloir donner du sens à sa vie autrement qu'à être supporter du LOSC. Et circonscrire sa vie au résultat des matchs. Je veux dire, ça existe quand même. Bon, donc il faut, au-delà, essayer de construire une société bienveillante et qui fait attention aux autres. Et donc, vouloir le faire ensemble, avec un groupe de gens qui partagent un peu ces mêmes envies, ces mêmes objectifs. Et avoir envie de travailler, ne pas se reposer et attendre qu'on vous l'apporte, mais essayer de faire avancer vous-même votre connaissance. Si vous avez tout ça un peu dans votre besace, ben, en tout cas, vous avez les bases nécessaires pour venir, pour entrer. Si en revanche vous êtes satisfait de votre situation et que vous n'avez pas d'autres questions à vous poser, ben, dans le fond, continuez. Comment on fait pour faire avancer une société avec des avis si divergents? Parce que c'est vrai que c'est intéressant, le débat doit être sans plus riche, mais comment est-ce qu'on fait pour concrètement agir, concrètement apporter sa pierre à l'édifice Alors, c'est là où il y a une différence peut-être entre le Grand Orient et les autres obédiences, en tout cas la Grande Loge. Le Grand Orient considère qu'il est une institution proche de la République, proche de la politique, du politique, et que c'est l'institution qui doit, en bloc, somme toute, peser sur le fonctionnement de la société pour faire avancer des idées. C'est pour ça que souvent le grand maître du Grand Orient fait des déclarations, fait paraître des communiqués sur la laïcité, sur des choses comme ça. C'est leur ADN. Il n'y a pas à critiquer ni à reprocher. C'est leur manière de concevoir la démarche maçonnique. Nous, on a une vision qui, évidemment, peut paraître idyllique ou en tout cas angélique. C'est dire, si nous nous perfectionnons, si nous progressons nous-mêmes, nous participerons
au progrès de ceux qui nous entourent. Et donc, globalement, plutôt qu'un slogan disant à tout le monde « faites comme ça », on dit « je vais essayer de m'améliorer ». Et la façon dont je vais m'améliorer, m'être amélioré, ce que je vais devenir, premièrement, les autres le verront, et deuxièmement, je le ferai passer, ma manière de vivre, je la ferai passer au milieu de ceux qui m'entourent. Raison aussi pour laquelle je pense que nous devons être plus jeunes. Parce que quand après on ne rencontre plus que des sexagénaires, d'abord on en rencontre moins déjà, et ensuite ils ont nous avons passé une bonne partie de notre existence, peut-être que se corriger ça devient compliqué. Si vous avez 35 ans ou 40, c'est le bon moment, à la fois pour vous perfectionner, pour être au milieu de ceux avec qui vous allez travailler ou avec qui vous trouvez, et du coup, que votre manière de progresser, reflète, ou soit reflétée autour de ceux avec qui vous vivez. D'ailleurs, quand on est marié, les épouses parfois disent « Tiens, t'as changé ». Elles ne disent pas forcément que c'est en bien, hein, mais bon, elles disent que... Vous, personnellement, quelle est la plus belle chose que la franc-maçonnerie vous ait apportée? Je vais dire, prendre de la hauteur et essayer de consacrer du temps au sens de l'existence, au sens de mon existence à moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis venu faire là? Vers quoi je vais? Qu'est-ce qu'il y aura demain? Même si je dis demain, sans doute, il n'y a rien. Mais que cette question-là fasse partie de l'existence et que je ne sois pas uniquement du déroulement quotidien sans qu'il y ait une question sur ce qui nous dépasse. Parce qu'au bout du compte, on répond de 36 manières différentes. C'est Dieu, c'est le hasard, c'est bon, tout ça. Mais le simple fait de se poser la question de qu'est-ce qui m'a amené ici et pourquoi je suis là, c'est quoi cette petite période de l'existence que tout le monde oubliera quand je serai mort, et qu'est-ce que j'aurais fait de ce court laps de temps qui aura été utile et qui fera que je ne suis pas juste venu et reparti sans que personne n'en ait bénéficié, ni moi d'ailleurs. C'est ça, c'est trouver les moyens de se questionner sur le sens de la vie. Ça, c'est la plus belle chose que la franc-maçonnerie vous a apportée. Et à l'inverse, avec cette distance, ce recul que vous avez à présent, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez fait autrement dans votre parcours de franc-maçon, ou en tout cas, avez-vous des regrets? Comme franc-maçon, non. Je ne peux pas dire que j'ai pas bien réussi, si on veut dire les choses comme ça. Comme homme, oui, mais que j'aurais peut-être eu, même si je n'avais pas été franc-maçon, sur des choses que j'ai faites et que j'ai ratées, ou que je n'ai pas saisies. Peut-être se dire, tiens, j'aurais pu faire autre chose. Mais ça, c'est indépendant. En revanche, sur le parallèle, si je puis dire, entre ce que je vis et vécu et le fait que ça se soit passé dans un environnement maçonnique, il n'y a pas du tout de regret. Finalement, en fait, comme vous le dites, en tout cas, un des points forts, des fondations finalement de votre perception et de la franc-maçonnerie comme vous la vivez, c'est donc s'améliorer soi-même et à travers l'amélioration de soi-même, l'amélioration des autres. Oui, être utile aux autres. D'accord. C'est à travers justement cette idée-là, est-ce que je peux m'empêcher de repenser à cette notion d'utilité qui est revenue plusieurs fois dans votre discours, d'utilité aux autres et d'utilité à la société? Est-ce que c'était uniquement cette utilité qu'on apporte aux autres en s'améliorant nous-mêmes, ou est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre quand vous parliez d'être utile, de servir à la société à travers votre expérience de franc-maçon? Ce qui est notre credo, c'est que en nous améliorant personnellement, en faisant en sorte que ceux avec lesquels nous réfléchissons s'améliorent aussi parce qu'ils font les mêmes efforts et ils nous apportent les mêmes contributions qui nous permettent de nous améliorer. Quand nous franchissons la porte du temple, d'ailleurs il y a une phrase qui le dit bien, nous sommes à nouveau dans le monde. Et être à nouveau dans le monde, si on n'a pas profité de ces moments où on a essayé de progresser personnellement, collectivement, et si on ne traduit pas ça dehors, mais pas avec des slogans ou des bandeaux, mais simplement en étant différents ou en étant meilleurs, normalement, les autres doivent en profiter. Et nous devons, nous, avoir des comportements qui font qu'on traite mieux les autres ou que les autres se sentent mieux connus, mieux reçus.
Et puis prendre un peu de recul, ça veut dire aussi éviter d'être toujours dans le réactif, l'agressivité. Quand par exemple votre nature est plutôt indolente, vous avez à progresser sur le fait de travailler un petit peu plus vite ou d'être plus agressif, si je peux dire. Quand vous êtes au contraire trop réactif, trop agressif, votre progrès c'est de prendre un peu de recul, un peu de distance et d'attendre avant de vous précipiter dans votre réponse. Ça sur le plan intellectuel. Et quand vous êtes un chef de service, chef d'entreprise, si vous attendez toujours le dernier moment, vous ne facilitez pas le travail de vos collaborateurs. Si en revanche vous êtes toujours sur leur dos, c'est pas pour ça qu'ils vont aller mieux. Votre progrès, le progrès que vous allez faire individuellement, sur votre comportement à vous, sur votre psychologie, sur ce que vous allez apprendre du commerce des hommes, comme disait Montaigne, ça va forcément vous faire profiter à vous, mais ça va aussi faire profiter aux autres. Et donc, cette manière de devenir fera qu'ils progresseront, mais ils vous considéreront mieux qu'ils ne l'étaient au début. Et vous aurez progressé. Alors ça prend du temps. Et effectivement, c'est plus qu'un long discours. Mais quand on voit comment les discours mettent du temps à passer dans les actes, peut-être que c'est aussi rapide si on le fait de proche en proche. Je voudrais revenir sur quelque chose qu'on a dit tout à l'heure. Donc on parlait voilà, de l'aspect plus politique du Grand Orient, par exemple. Mais le Grand Orient reste une obédience de la franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie a toujours eu pour grand principe, j'espère que je ne me trompe pas, mais le fait d'être un lieu de débat ouvert, qui laisse place à tous les points de vue, un lieu où on respecte la vie de l'autre. Et justement, et c'est aussi très important aujourd'hui, on a besoin encore de ces lieux-là. Mais n'est-ce pas paradoxal qu'en 2014, il me semble que deux frères, ou un frère et une sœur, je ne sais plus exactement parce qu'il me semble qu'il y a des loges mixtes au Grand Orient, aient été exclus de leur loge pour avoir rejoint le rassemblement Bleu Marine qui était soutenu par le Front National. Bien sûr. Est-ce que vous ne trouvez pas ça paradoxal que ces personnes-là n'aient pas le droit d'avoir on va dire, oui, c'est ça, on peut un avis politique différent? En fait, on peut dîner avec tout le monde, y compris avec le diable, du moment que c'est avec une longue cuillère, c'est ça? C'est un peu ça. C'est une phrase célèbre, mais non. Non. Dans l'ADN du Front National, devenu Rassemblement National, dans l'ADN, il y a des thèses qui sont racistes, extrémistes, discriminatoires, qui rejettent l'autre. Bon, voilà. C'est juste le contraire de ce que nous sommes. Vous avez le droit de ne pas aimer tout le monde. Vous avez le droit d'être exigeant sur les conditions de vie des étrangers dans la société. Vous avez le droit d'avoir des exigences que l'État ne respecte pas ou n'impose pas. Vous avez le droit. Vous n'avez pas le droit de considérer l'autre comme un sous-homme. Vous n'avez pas le droit de dire il y en a qui n'ont pas leur place dans la société ou dans l'humanité. Or ça, c'est... Je veux dire, je vais me faire des ennemis, d'accord, mais je m'en fous. Autrement dit, tous ceux qui prônent des thèses comme celle-là n'ont pas leur place nulle part. Je veux dire, dans aucune des obédiences maçonniques. Et donc ça, c'est très clair. Alors, parfois, ça vient tout en allant. Je veux dire, quelqu'un qui, au départ, a des thèses de droite, mais qui, du coup, s'en vont vers l'extrême, ben celui-là, il s'en va. Et s'il ne s'en va pas de lui-même, eh ben on le met dehors. Et donc, chaque fois que ça se manifeste de cette façon, que ce soit au Grand Orient, mais que ce soit à la GLNF, ce sera pareil. Vous ne respectez pas ce qu'est une vie, un homme de comment dirais-je, de vertu, si je puis dire, eh ben vous n'avez pas votre place. Et quelles que soient d'ailleurs les dérives auxquelles vous heurtez. D'ailleurs, c'était le point de départ, il faut être un homme libre et de bonnes mœurs. Mais bon, ça a changé de sens, mais ça reste quand même l'essentiel. Et donc, pas de place chez nous pour les extrémistes. Et dans ce cas-là, pourquoi la maçonnerie ne s'est pas exprimée publiquement contre Marine Le Pen, par exemple, au deuxième tour des élections présidentielles en 2017? Pourquoi n'y a-t-il pas eu une déclaration du grand maître du Grand Orient? Je crois que le grand maître du Grand Orient s'est exprimé, en tout cas au moins à l'interne,
Parce qu'après tout, de quel droit un grand maître, qui n'est jamais que le patron de... Patron, c'est vite dit, en plus de 35 000 membres ou 50 000 membres, hein, c'est que dalle par rapport au corps électoral. De quel droit irions-nous dire « vous ne devez pas ». Si vous voulez que je puisse dire ça, dites-moi que je dois faire de la politique. Qu'en revanche, je dise aux membres de la Grande Loge que les thèses qui sont avancées par tel candidat, donc Marine Le Pen en l'occurrence, sont incompatibles avec celle de la franc-maçonnerie, après chacun tire les conséquences, les conclusions de ce que je dis. Mais on n'est pas un mouvement politique, on s'adresse à l'intelligence et au cœur de nos membres, et c'est en toute conscience qu'ils vont se décider. C'est leur droit. En revanche, ils ont intérêt à ne pas le faire savoir. On va continuer peut-être sur des questions un peu plus... voilà, des interrogations qu'il peut y avoir sur la franc-maçonnerie, et notamment une grande interrogation que peut-être beaucoup de gens se posent, c'est sur la place des femmes, sur la mixité dans la franc-maçonnerie. Peut-être Gabriel, tu voulais continuer là-dessus? Je me posais une question et je me demandais d'où venait historiquement cette non-mixité. Enfin, pourquoi la Grande Loge de France est-elle si attachée à cette non-mixité, contrairement à d'autres obédiences où les femmes sont aujourd'hui acceptées? Alors vous avez raison de parler de la Grande Loge de France puisque c'est ma maison. Mais vous auriez pu ajouter la Grande Loge nationale française, vous auriez pu ajouter d'autres obédiences qui elles aussi ne sont pas mixtes. Et en particulier la Grande Loge féminine de France. Alors, je peux faire référence à l'histoire pour expliquer pourquoi nous ne sommes pas mixtes. C'est simplement que longtemps, les femmes, les épouses, ou les femmes, ou les compagnes, ou les amies des francs-maçons de la Grande Loge se retrouvaient dans ce qu'on a appelé les loges d'adoption, entre femmes. Et puis, en 1940, 40 et quelques, les choses ont changé et s'est constituée une structure que pour les femmes, qui sont devenues des sœurs, et qui est devenue la Grande Loge de France, la Grande Loge féminine de France. L'exact pendant de ce qu'est la Grande Loge de France pour les maçons était donc créé pour les sœurs. Et donc on a considéré historiquement que chacun y avait sa part et chacun pouvait progresser dans le même mode de fonctionnement. Ensuite, nous ne sommes pas les seuls à ne pas être mixtes. La Grande Loge nationale française, donc proche des anglo-saxons, ne se pose même pas la question. Donc ça, c'est une première remarque historique. Au plan de ce qu'est le monde maçonnique en France, vous avez donc des loges masculines, des loges féminines et des loges mixtes. Quand vous entrez à la Grande Loge de France, vous entrez en connaissance de cause, vous savez que c'est un rassemblement d'hommes. Bon, si vous changez d'avis, eh ben, allez au droit humain. Mais n'obligez pas tous ceux qui sont entrés pour être dans une obédience masculine à partager vos envies parce que vous voudriez être en mixité. Le jour où la majorité des frères de la Grande Loge souhaiteront accueillir des sœurs, eh ben, le grand maître, il acceptera ce souhait majoritaire et du coup, la Grande Loge deviendra mixte. Tant que ce n'est pas le cas et tant que les frères ne le demandent pas, il n'y a pas de raison qu'on change l'ADN de l'obédience. Bon. Ça, c'est pour dire de façon objective. Ensuite, si on se réfère à l'histoire, il y a peu d'exemples dans l'Antiquité, par exemple, il y a peu d'exemples où il y avait des initiations mixtes. Je vous rappelle que on ne parle pas d'une association profane, on ne parle pas d'associations qui acceptent volontiers hommes et femmes indistinctement pour pratiquer la même activité. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi au Paris Saint-Germain, il y a une section masculine et une section féminine. Dans ce cas-là, demandez-vous pourquoi les femmes ne vont pas jouer avec Mbappé.
ou le contraire. La raison très simple à cette Pour des raisons, Les différences musculaires entre hommes et ça, femmes. ça. Mais est-ce que vous faites un parallèle entre la différence des muscles entre hommes et femmes et la différence de pensée? Il y a une différence de pensée entre hommes et femmes? Laissez-moi sortir vivant quand même. Hein. Comme on disait au Moyen-Âge, peut-être au XVIIe siècle, nous n'avons pas la même complexion. Les réactions masculines devant un fait ou devant une émotion ne sont pas les mêmes que les réactions féminines. Je vous rappelle que l'initiation, c'est quelque chose qui touche à l'intime, à l'émotif, à l'affectif, à ce qui est constitutif d'une personne. Et nous pensons que l'initiation masculine n'est pas nécessairement à vivre de la même façon que l'initiation féminine. Et nous pensons, pour le bien des uns et des autres, qu'il vaut mieux se retrouver entre femmes dans une initiation féminine et entre hommes dans une initiation masculine, plutôt que de mélanger les deux. Bon. C'est un credo. Peut-être on se trompe, mais en tout cas, on est content d'être comme ça. Et ce credo, est-ce la raison pour laquelle Vous pensez que la majorité des frères de beaucoup de loges, pour l'instant, répondent non quand on leur demande s'ils veulent que leur loge devienne mixte? Bien sûr, c'est leur volonté de ne pas être dans une loge mixte. Certains vont en visite dans des loges mixtes, puisque c'est autorisé, les visites. Et là, du coup, ils sont contents d'y retrouver des amis, eux, ou des sœurs. Mais ils n'entendent pas que l'obédience à laquelle ils appartiennent soit une obédience qui soit mixte. Alors après, vous avez des explications qui touchent à l'humain et qui ne valent pas réellement. Et d'ailleurs qui ne sont pas forcément gratifiantes. Mais faites l'expérience d'un groupe d'hommes qui se réunit pour parler, réfléchir, etc. D'un groupe de femmes qui se réunissent pour parler, réfléchir, etc. De leur comportement. Mettez-les ensemble sur la même question. Et regardez les comportements. On n'est plus du tout dans l'intime, on est dans le paraître. Et du coup, vous avez les hommes qui veulent se faire beaux, se montrer beaux, voilà, les coqs. Vous avez les femmes qui veulent séduire. Et on est du coup dans un rapport de proximité qui n'a plus la même nature que de fait, comme je vous disais tout à l'heure, de pouvoir dire réellement, d'aller au fond de ce qu'on est, de ce qu'on pense et de ce qu'on va dire, parce qu'on sait qu'on peut le dire et que personne n'ira... Or, faire ça pour une femme devant un homme, pour un homme devant une femme, ça n'a pas la même nature que faire ça entre hommes, entre femmes. Ça, en revanche, c'est pas une explication, mais c'est une réalité. Peut-être, pour continuer... Bon, juste une dernière question sur ce sujet quand même. Pensez-vous que les loges féminines, ou en tout cas mixtes, mais peut-être féminines, on va parler de celle-là pour l'instant, ont la même importance dans leur réflexion, dans leur nombre de sœurs, même dans leur influence, il s'agit de loges plutôt sociétales, que les loges masculines? Alors je vais répondre oui. D'abord, je vais répondre que ce n'est pas parce que nous ne travaillons pas ensemble dans une même loge que nous ne reconnaissons pas, alors je parle des hommes, des frères, nous ne reconnaîtrions pas aux sœurs leur qualité d'initiés. Bien sûr qu'elles ont la même qualité que nous avons en tant qu'initiés. Je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans une association profane, on est dans des institutions maçonniques, symboliques et initiatiques. Donc bien sûr qu'elles ont les mêmes qualités. Bien sûr aussi que leurs réflexions ont aussi leur qualité. Simplement, peut-être qu'on les voit sous des angles différents et qu'on les restitue de façon différente. Sur leur influence, je pense qu'en effet, les sœurs, d'abord, dans l'histoire, sur ce qui est du progrès de la condition féminine, comme aujourd'hui encore sur un certain nombre de choses, sur le féminisme, sur MeToo et autres... les autres dérives masculines sur les femmes. Elles ont de l'influence dans le discours qu'elles portent et qu'elles sont capables de porter devant les pouvoirs publics, bien sûr. Simplement, elles sont moins nombreuses. On peut considérer qu'il y a peu ou prou 25 000 sœurs, quand il y a peu ou prou 150 000 ou 200 000 frères. Donc, bon. Mais dans les cercles
où ces questions-là se posent, elles ont de l'influence, elles sont écoutées, bien sûr. D'accord. Peut-être pour terminer, on a parlé d'influence, et dans l'influence, on peut aussi penser aux personnes, on sait qu'elles existent, qui rejoignent peut-être, qui deviennent francs-maçons, non pas pour le plaisir de la réflexion, mais pour tout simplement le réseau, l'influence. Que pensez-vous de ce type de personnes, ou de ce type de frères ou de sœurs? Et si je puis rajouter, comment faites-vous pour éviter de recruter telle personne, pour lutter contre ça? Tant soit-il que vous luttiez contre ça, parce que ça doit être assez compliqué, finalement, pour pas être pas que la franc-maçonnerie soit, comment dire, pas qu'on rentre avec de mauvaises intentions, avec des intentions de divulguer aussi le secret. Parce que ça... Alors c'est la difficulté, alors c'est toute la difficulté de l'analyse, en effet, mais c'est toutes les raisons de la période préparatoire. Je veux dire, entre le premier entretien avec le vénérable maître, c'est souvent comme ça. Déjà, la proximité avec celui qui va vous parrainer, si je puis dire. Ensuite, le premier entretien du président, du vénérable maître, et ensuite les 3 enquêtes. Et ensuite, ce qu'on appelle le passage sous le bandeau, c'est-à-dire le jour où vous arrivez avec les yeux bandés, que vous êtes là dans la loge et que vous subissez, enfin, vous êtes confronté à une série de questions. Alors, ça veut dire qu'on essaie quand même de cibler un peu qui vous êtes, ce que vous avez fait jusque-là, quelles sont les intentions que vous annoncez, c'est du déclaratif, et peut-être votre parcours déjà depuis votre jeunesse et jusqu'à l'âge où vous faites cette demande. Donc il y a quand même une sorte d'examen préalable. Maintenant, vous êtes capable aussi de cacher la vraie raison pour laquelle vous entrez, et qui est d'obtenir un avancement dans la profession que vous occupez, ou de vous faire un carnet d'adresses pour arriver plus vite à vos fins. Bon, ça existe. Simplement, sachez que sur notre effectif de 33-34 000 frères, chaque année, il en part 600, 700. On peut imaginer, en dehors du fait qu'ils disent que ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient, etc., que pour une part d'entre eux, c'est précisément parce qu'ils étaient venus chercher du réseau, de l'influence, de l'avancement, ou des amis de pouvoir. Ils s'en vont. Ils s'en vont parce que c'est pas notre ADN, et c'est pas ça qu'on vient rechercher, et c'est pas ça que nous serions tous ministres, sinon, si le réseau fonctionnait, ou plutôt même dirigeants d'entreprises du CAC 40. Bon, il y en a, mais c'est pas la loi du genre, hein, comme disait Audiard, la majorité du genre. Et donc, c'est vrai que certains peuvent venir pour ça. Alors maintenant, la question du réseau. Quand vous aurez fini vos études, il y aura le réseau des anciens élèves schéma. Bon. Si un jour vous avez une facilité à avoir et que vous savez que l'un de vos prédécesseurs ou l'un de vos condisciples est dans une position, schéma, l'ENA, Polytechnique, etc., etc. Est-ce que vous allez aller ou pas lui demander s'il peut vous aider à obtenir ce que vous voulez? Non. Non, parce que le réseau des anciens élèves ou le réseau de... ça fonctionne aussi. Ensuite, maintenant, à l'échelle en dessous, vous avez dans votre loge un médecin, un juge, un avocat, je sais pas moi, un jardinier, bon. Et vous avez des besoins en matière de santé, en matière de droit, en matière de paysage. Dites-moi pourquoi vous allez aller chercher la réponse ailleurs que autour de ceux que vous connaissez et qui vont vous aider à faire votre démarche. Donc vous allez passer par votre frère médecin pour avoir peut-être la possibilité de mieux savoir à qui vous devez vous adresser pour vous soigner. Vous allez aller voir votre frère avocat pour savoir s'il peut vous défendre ou si quelqu'un d'autre qui le connaît peut défendre. Donc ce réseau-là, c'est un réseau de professionnels, de gens connus, etc. Mais dans tous les cas, ces gens-là, à qui vous faites appel, vont pas marcher sur la loi, vont pas marcher sur les règles, vont pas marcher sur la déontologie. Ils vont vous aider à mieux avancer ou à avancer plus vite. Par exemple, ils vont pas forcément vous aider à obtenir un vaccin Covid parce que vous avez que 35 ans et que normalement c'est réservé qu'aux 75. S'ils le font, c'est que soit vous avez une maladie grave, puisque
soit bon, mais c'est limite. Mais sinon, on ne le fera pas. Et donc, c'est tout, on respecte. Mais on profite, en effet, du fait qu'on s'entend bien, qu'on a confiance, et qu'on sait pouvoir compter sur quelqu'un. Mais c'est tout. Au-delà, c'est du fantasme. Merci beaucoup pour vos réponses. Monsieur Adam, je pense que ça a été un échange enrichissant pour tout le monde et que notre public va beaucoup aimer de regarder cette Merci de discussion. m'avoir invité et j'espère que vos interrogations sont un peu moins grandes que celles que vous aviez auparavant. Si d'aventure il y a d'autres questions à poser ou d'autres occasions, ben, je suis à votre disposition. Écoutez, avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Très merci de l'invitation, merci à vous tous là d'avoir écouté ou participé ou fait en sorte que ça fonctionne sous tous les angles apparemment. Ouais, on voudrait aussi remercier bien sûr Primeline Pro qui était très professionnel comme d'habitude et sans qui on n'aurait pas pu vous recevoir dans de telles conditions.